etc. Il pouvait être là-bas et tout, dire qu'il est le proviseur. Mais vous avez vu, il met la main dans la pâte, il va au charbon, il est en train de vous soutenir matin, midi, soir. Vous aussi, de grâce, faites tout pour ne pas le décevoir, pour ne pas décevoir vos professeurs et vos parents. C'est ça le combat. Le combat, c'est ça. Si on se décarcasse pour tout ça, c'est pour votre réussite. Voilà, n'est-ce pas? Bien. Donc on va. Mais je voudrais, monsieur le professeur, je voudrais revenir sur un événement qui s'est déroulé dans la période de la coexistence pacifique. Un événement important qui concerne un pays africain. Au Moyen-Orient. L'événement s'est passé au Moyen-Orient, entre 53 et 62. Mais l'événement concerne essentiellement un pays africain. Quel est cet événement? La crise du canal de Suez. Maintenant, supposons, on vous demande de dégager le contexte historique de la crise du canal de Suez. Dégager le contexte historique des faits relatés en citant et en analysant un événement majeur de la guerre froide au Moyen-Orient entre 1953 et 1962. Voilà la consigne. On a dit citer l'événement. Il s'agit de quel événement? De la crise du canal de Suez, ou bien de la guerre de Suez, c'est la même chose. Maintenant, la crise du canal de Suez s'est déroulée en quelle année? En 1956. Dégagez le contexte en analysant. Donc la consigne commence à partir de 1, en analysant. Ici, analyser, comme c'est en rapport avec le contexte historique, ça veut dire montrer les causes de l'événement. Et il y a deux types de causes par rapport au contexte historique. Il y a des causes lointaines, et des causes immédiates. Pour le canal de Suez, pour l'analyser, vous savez que c'est en rapport avec l'Égypte. Comment s'appelait le président égyptien? Gamal Abdel Nasser. Donc, pour commencer mon analyse pour le contexte historique, je peux démarrer à partir de l'arrivée au pouvoir de Gamal Abdel Nasser. En 1952. Gamal Abdel Nasser arrive au pouvoir par coup d'État. Il renverse le roi Farouk en 1952 avec des officiers de l'armée égyptienne. Quand il est arrivé en 1952, 2 ans après, nous sommes en quelle année? En 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Quelle était la position de Gamal Abdel Nasser pendant la guerre d'Algérie? Gamal a soutenu les Français ou les Algériens? Gamal a soutenu ses parents arabo-musulmans, les Algériens. D'ailleurs, l'Égypte était même une base de repli stratégique du FLN, le Front de Libération Nationale. Ce soutien-là de l'Égypte à l'Algérie, est-ce qu'il va plaire aux États-Unis? Qui sont alliés de qui? Des France qui étaient en guerre contre l'Algérie. Donc vous avez vu, le soutien égyptien à l'Algérie fera de sorte que les États-Unis vont essayer de sanctionner l'Égypte. En quoi faisant? Les Égyptiens avaient voulu que les États-Unis financent le barrage d'Assouan. A2SOUAN, le barrage d'Assouan. Les Américains avaient donné leur accord. Mais quand ils ont compris que l'Égypte est en train de soutenir l'Algérie dans le cadre de leur guerre contre les Français, quand ils ont compris qu'en 1955, l'Égypte a signé un accord militaire avec la Syrie, accord de défense militaire, mais les Américains ont renoncé à leurs promesses. Ils ont dit que finalement, nous ne pouvons plus financer le barrage d'Assouan qui devait permettre à l'Égypte de développer son agriculture. Mais face au renoncement américain, qu'est-ce que Gamal va faire? Le canal était confié à qui? Au couple franco-britannique, aux Français et aux Britanniques. Qui les avait confié le canal? L'Organisation des Nations Unies. Finalement, quand les Américains disent nous n'allons plus financer le barrage d'Assouan, Gamal va dire oui, comme vous n'allez pas maintenant financer le barrage d'Assouan, écoutez, je ne peux pas perdre 10 et les steaks.
je vais nationaliser le canal de Suez au profit des Égyptiens. C'est logique ou c'est pas logique? Gamal envisage la nationalisation du canal de Suez en juillet 1956. Conséquence immédiate, la France et la Grande-Bretagne vont agir contre l'Égypte, soutenus par Israël. Donc Israël ici va jouer un rôle de nafigui dans la mesure où Israël n'a rien à faire dans ce conflit. Ou bien, le conflit intéressé qui? La Grande-Bretagne, la France, allait l'Égypte. Pourquoi Israël s'y est mêlé? Donc il y a eu 3 pays contre l'Égypte tout court. Face à la volonté nassérienne, quand je dis nassérienne, c'est Nasser, hein? Face à la volonté nassérienne de nationaliser le canal de Suez en juillet, le 29 octobre, la guerre de Suez a démarré pour se terminer le 6 novembre. La Grande-Bretagne, la France et Israël s'attaquent à l'Égypte. C'est le début de la guerre de Suez. Mais quand vous annoncez la guerre de Suez, aussitôt le contexte historique est terminé. On a quitté où? L'avènement de Nasser. Vous avez montré le soutien égyptien à l'Algérie. Vous avez montré le pacte de défense militaire signé entre l'Égypte et la Syrie. Vous avez montré la réaction américaine qui a finalement, les États-Unis qui ont refusé de financer le barrage d'Aswan, obligeant Gamal Abdel Nasser à nationaliser le canal de Suez. Les 3 pays, Grande-Bretagne, France et Israël, s'attaquent à c'est le début de la guerre. Mais quand vous annoncez même c'est le début de la guerre, c'est la guerre de Suez, vous pouvez maintenant dire à partir de là, c'est dans ce contexte que s'inscrivent les événements là. Mais il ne s'agit pas de dire, dès le départ, ce texte s'inscrit dans un contexte général de temps, plus particulièrement temps. Dans le cadre général de la guerre froide, plus particulièrement, par exemple, la conférence de Bandung, ou bien ça dépend. Si vous avez l'habitude de faire ça, juste abandonnez-le aujourd'hui. Le contexte historique, les États-Unis vont prendre... suivez attentivement parce que le contexte est présent dans tous les sujets. Et ce qui est navrant, c'est que quand l'élève dit ce texte s'inscrit dans le cadre général de la guerre froide, plus particulièrement de la coexistence pacifique, c'est fini. Il y a certains qui pensent qui font comme ça. Ça, je le dis, ça vous le faites, le correcteur barre, il vous donne 0,50. Le contexte historique a une démarche. Suivez, c'est important. Le contexte historique a une démarche et l'élève se doit de respecter la démarche. Il l'a dit tout à l'heure en évoquant la crise sur le canal de Suez. Et pourtant, quand il vous a posé la question, vous l'avez bien répondu en disant que la crise a eu lieu en 1956. C'est bien vrai. Il a dit, prenez l'année 1956 comme repère. Comme repère. Et dans l'élaboration du contexte historique, on veut que l'élève évoque ce qui s'est passé avant 1956. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans avant la crise sur le canal de Suez? Avant la date de la nationalisation, 1956. Le contexte historique, c'est 6 points. Parfois même 7. Oui, parfois 7, c'est beaucoup. C'est beaucoup de points. Et c'est pourquoi ça nécessite un certain entraînement. Il a donné sur la crise sur le canal de Suez. Mais quelqu'un peut donner, si on vous donne aujourd'hui un texte sur la Corée. La guerre de Corée, 50-53. Et il vous faut dégager le contexte historique.
qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce qui a précédé? Vous démarrez à partir de quelle année? Ouais, c'est 1950, n'est-ce pas? Démarrage. Vous reculez de quelques années. 45, fin de la Seconde Guerre mondiale, conférence de Portsmouth, découpage de la Corée en 2 parts, nord et séparé par le 38e para. Et vous comprenez. Oui, on vous donne, suivez, la crise de Cuba. On vous dit dégagez le contexte historique. On sait que 59, comme il a dit, Castro a renversé Fulgencio Batista, il a pris le pouvoir, etc., etc. 62, c'est la fin de la crise. On vous demande de faire, qu'est-ce que vous allez évoquer avant le renversement du pouvoir par Fidel Castro? La victoire. Posez-vous la question, pourquoi Castro a renversé Batista? Les inégalités. Donc ce sont ces inégalités qui ont précédé le renversement de Fulgencio Batista. Chaque fois, chercher la cause du phénomène étudié par l'auteur. Ça, il faut les régler, dans 2 ou 3 jours. D'accord. Pourquoi Castro a renversé? Parce que le pays était confronté à des inégalités économiques et sociales du fait de l'exploitation du pays par les États-Unis. Ouais, et face à la paupérisation massive de la population cubaine, Castro a décidé de renverser le président Fulgencio Batista. Et le coup de tête qui vous lit comme ça, mais il sait que cet élève est formidable. Cet élève a compris la démarche du contexte historique. Je le dis encore une fois, c'est une question de démarche. C'est une question de démarche. Les gens vont vous noter par rapport à la démarche. Toutes ces questions qui font l'objet de cours, toutes ces questions-là sont soumises à une démarche. L'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev également. Pourquoi? Qu'est-ce qui a précédé son arrivée? Le pays était ruiné par la course aux armements. Le PIB par habitant était faible. L'URSS n'arrivait même pas à concurrencer des pays comme la Grande-Bretagne et la France sur le plan économique. Face à cette situation, un homme arrive au pouvoir et décide de réformer. Ça, c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué. Rapidement sur la Chine. Brosser Indochine, aller en Palestine. N'est-ce pas? Bien, on va dire l'essentiel. Hein? Voilà. Donc, pour ce qui est de la leçon sur la Chine, ce qui est à retenir, c'est que la Chine a connu 2 guerres civiles au XXe siècle. La Chine devient une république en 1911 parce qu'il y avait une dynastie qui a duré plus de 3 siècles. La première guerre civile a été gagnée par les hommes de Chiang Kai-shek, donc les pro-capitalistes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains disent que la guerre forte a démarré en Chine. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opposition entre les capitalistes et les communistes avant même 1947. En 1937, il y a eu l'invasion japonaise de la Chine. Mao et Chiang Kai-shek conjuguent le même verbe face à l'ennemi japonais. Ils combattent les Japonais. En 1945, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Les Japonais sont frappés de plein coup, de plein fouet par les États-Unis. Il fallait rentrer au Japon réparer les dégâts.
Quand le chat n'est pas là, étant donné que les Japonais sont partis, bonjour la deuxième guerre civile chinoise. Mao et Chiang Kai-shek combattent à nouveau. 45-49, victoire des communes. Mao s'installe, trouve une situation catastrophique de la Chine. Un pays divisé par la guerre. Un pays surpeuplé, 500 millions d'habitants en 49. Un pays totalement ruiné économiquement. Il va falloir réformer. Mao fait des réformes d'ordre économique, social, politique. Économiquement, il nationalise les entreprises chinoises. Sur le plan de l'agriculture, il avait promis aux paysans de leur restituer les terres. Il l'a fait. Des millions d'hectares ont été restitués à des millions de paysans chinois. Donc en 1949, entre 1950 et 1952, tous les Chinois disaient Mao Yakoyor. On a vu l'intervention chinoise. Mao connaît un prestige national et international. Mais Mao choisit le bon moment pour instaurer ce qu'on appelle le socialisme ou le communisme. 1953. En 1953, il lance son premier plan quinquennal. 53-57. 53 fait partie, c'est pourquoi ça fait 5 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il copie la constitution à l'image de celle de l'URSS. Parce qu'en 1953, Mao devient un élève de l'URSS. Un élève. Donc l'URSS devient la maîtresse de la Chine. Dans le cadre de la coopération ou bien de l'aide, de l'entraide qui existait entre la Chine et l'URSS, l'URSS finance 300 millions de dollars à la Chine pour aider la Chine de restaurer, de réformer son industrie parce que le pays était complètement ruiné par les deux guerres civiles. Mao profite, Mao insiste sur l'industrie lourde de culture. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, on a vu que Mao prend 7% du PIB, 7% du budget pour l'investir dans l'agriculture, alors que pour l'industrie, il a pris plus de 60%. Ce qui crée des déséquilibres. En 1955-56, qui se termine en 1957 par des répressions. Mao étant content de son bilan, il demande aux intellectuels de lancer des critiques à son endroit, dans le cadre de sa gestion. Mais il s'attendait à des fleurs parfumées, mais il a reçu des fleurs empoisonnées. C'est la raison pour laquelle Mao finalement a frappé ces intellectuels qui le critiquaient. L'URSS, Mao s'oppose à l'URSS 2 fois. Un, il dit, je ne suis pas d'accord pour la coexistence pacifique. Parce que rappelez-vous, en 1953, quand Staline est décédé, Nikita Khrouchtchev s'est lancé dans la coexistence pacifique. Il n'est pas question que Nikita Khrouchtchev fasse table rase de la philosophie de Staline, qui était le patron de Mao. Mao vénérait Joseph Staline. Donc Mao connaît des bisbilles avec la Chine. Conséquence, rupture sino-soviétique. La Chine et l'URSS rompent. Quand ils ont rompu, Mao a voulu montrer à la face du monde que je peux marcher sans vous. Je peux faire marcher la Chine sur ses 2 jambes. Il lance le grand bond en avant, coïncidant avec le deuxième plan quinquennal. Mais Mao n'a pas terminé le grand bond, parce que le grand bond sera perturbé par des calamités naturelles. Sécheresse, inondations, invasion de criquets pèlerins, etc. Finalement, Mao s'est senti complètement diminué au sein du PCC, Parti communiste chinois. Mao choisit de démissionner de la présidence. Qui ne sont pas le petit niveau. Donc Mao revient en étant un pur dictateur. Il fait assassiner Lin Biao parce que les gens ont dit que Lin Biao préparait un coup d'état contre toi, etc. Il abat son hélicoptère. Lin Biao est décédé. Et c'est Lin Biao qui a écrit le petit livre. Pour lui dire que Mao finalement il est revenu, sans pitié, il n'a pas d'amis. Il emprisonne Liu Shaoqi en 1967, qui décède en prison de pneumonie en 1969. Mais il avait un ami. Il avait un ami, un disciple qui s'appelait Shuen. Il fait de Shuen Lai son premier ministre en 1969. En 1972, Mao reçoit la visite de Richard Nixon. On l'a vu tout à l'heure. En 1973, Deng Xiaoping, Mao l'avait exilé. Je vous ai dit que Deng Xiaoping conseillait Liu Xiao. Mao l'a exilé dans la province de Guangdong. Ce n'est qu'en 1973 que Mao a accepté le retour de Deng Xiaoping. Et pour ce faire, Deng Xiaoping a écrit une lettre de demande d'excuses à Mao en 1972. Pour que Mao l'excuse, il puisse revenir en 1973. En 1973, malheureusement pour Mao, il tombe malade. Quelques années après, 2 années après, Xu Enlai met en place la politique des 4 modernisations. Agriculture et industrie, recherche scientifique et défense nationale. En 1976, pendant que les gens pensaient que c'est Xu Enlai qui va remplacer Mao après sa maladie, après son décès,
Chun-Lai décède avant Mao. Chun-Lai décède en janvier, Mao décède en septembre. La Chine connaît un chaos politique. Imaginez-vous. Le président et son remplaçant décèdent la même année. Il y a eu ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. Entre 1967 et 1978, la personnalité qui a eu à gérer un peu la Chine s'appelle Orgofon. Il va assurer l'intérim en s'appuyant essentiellement sur la politique des 4 modernisations industrielles. Il fait 2 ans, il s'en va, Deng Xiaoping arrive au pouvoir. Mais l'arrivée de Deng Xiaoping marque l'ouverture de la Chine vers l'excès et sa modernisation. Si aujourd'hui la Chine est à ce niveau-là, c'est grâce à l'impulsion de Deng Xiaoping, qui va ouvrir la Chine à l'extérieur en attirant des investissements étrangers, surtout sur la zone du littoral pacifique, avec les S, zone économique spéciale. Il fait adhérer à la Chine au FMI, à la Banque mondiale, etc., etc. Il fait des réformes du point de vue des exportations. La Chine quitte la 37e place pour la 11e place. Liu Xiaoqi modernise complètement l'économie chinoise. Mais il fait une erreur. Vous savez, nul n'est parfait. Avec les massacres de la place Tiananmen. En 1989, il massacre les étudiants qui réclamaient la 5e modernisation, à savoir la démocratie. Deng Xiaoping fait massacrer, il tue presque plus de 700 étudiants chinois. Donc, en essayant de comparer un peu Mao à Deng Xiaoping, on va dire Mao a réussi sur le plan politique, mais a échoué sur le plan éco. Deng Xiaoping a réussi sur le plan économique, mais a échoué sur le plan politique à cause du massacre de la place Tiananmen. Donc, vous avez vu que, rapidement, en quelques lignes, sans bavarder, on a eu à faire une petite synthèse de la leçon sur la Chine. Donc, pour vous dire que vous n'avez pas besoin, comme l'a dit M. le Professeur, de tout capter. Capter pour chaque séquence de leçon l'essentiel. Parce qu'on ne vous teste pas en tant que des techniciens, on ne vous teste pas en tant que des ingénieurs, ou bien des historiens ou géographes. Vous êtes des apprentis de tout. On mesure simplement votre capacité de réflexion et d'analyse. Mais vous aussi, vous ne faites pas des efforts. Vous avez vu, la manière dont on débat là sur les contextes historiques, on crée des situations de communication. Mais si vous faisiez ces entraînements-là depuis octobre, on n'en serait pas là. Si vous faisiez des débats, nous, en notre temps, nous, on faisait des débats. On s'appelait à l'école, on faisait des groupes de travail. On discutait, on dit qu'aujourd'hui, on va discuter par exemple sur 3 événements. La crise des missiles de Cuba, le canal de Suez, la guerre de Corée. On va dégager leur contexte historique. Il y avait des échanges très intéressants. Parce que n'oubliez pas qu'en L2, vous devez vous entraîner en histoire, géo, philo et français, comme les élèves de S s'entraînent en maths, PC et SVT. Mais vous, tel n'est pas le cas. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est bien d'être là ici. Parce qu'à travers les trucs d'exercice qu'on essaie de faire là, les séances d'exercice qu'on essaie de faire théoriquement, vous pouvez même tomber sur des situations, par exemple au bac. On le souhaite très bien pour vous. Concernant la décolonisation en Asie, Inde et Indochine, s'agissant de l'Inde, juste ce qu'il faut retenir, c'est que l'Inde était une colonie britannique. Colonie de la couronne britannique. L'Inde était la perle de la couronne britannique ou de l'empire colonial britannique. Pourquoi? Parce que l'Inde était riche en coton, l'Inde était riche en riz, l'Inde était riche en sel, l'Inde était riche en toute forme de ressources minières, énergétiques, forestières, etc. etc. C'est la raison pour laquelle, depuis l'avènement des Britanniques dans cette partie asiatique, ils ont voulu s'accaparer carrément de l'Inde et n'ont pas voulu libérer ce pays qui leur tenait à cœur. Les Indiens ont démarré très tôt le processus de décolonisation parce qu'il y a eu très tôt la naissance de mouvements nationalistes. Déjà en 1885, oui, d'accord. Le parti du Congrès est créé. Quelques années plus tard, la Ligue musulmane est mise en place en 1906 par Mohammed Ali Jinnah. Donc en Inde, il y a 2 acteurs principaux. 2 leaders de l'indépendance indienne. Il s'agit de Mohandas Gandhi, surnommé le Mahatma, et Mohammed Ali Jinnah. Concernant Mohandas Gandhi, il fait ses études en Inde, a son baccalauréat en Inde, poursuit ses études en Angleterre, fait droit, devient avocat,
En 1893, il est né en 1869. En 1893, il choisit de partir en Afrique du Sud, où il s'exerce comme avocat, il ouvre son cabinet. Mais en Afrique du Sud, il trouve une situation déplorable dans la mesure où les populations dominées étaient maltraitées par la puissance occidentale qu'on appelle la Grande-Bretagne. Gandhi a défendu les Noirs et les Indiens qui travaillaient au service des Britanniques en Afrique du Sud. Pendant un certain temps, en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre a démarré en 1914, un an après, Gandhi choisit de retourner chez lui en Inde. Pourquoi? Pour se battre contre les Britanniques, pour obtenir l'indépendance. Il trouve une Inde divisée dans la mesure où socialement, il y avait deux catégories d'Indiens. Il y avait les Brahmanes, qui sont les nobles, et les Kastés, les Machubés. Il y avait les Rimbés et les Machubés. Il y avait les Guers et les Gaulos. Comme chez nous. Il y a la haute couche, il y a la basse couche. Gandhi dit, on ne peut pas construire une Inde, on ne peut pas avoir une indépendance dans cette division-là. Ce n'est pas possible. Gandhi rencontre toutes les couches. Il rencontre toutes les religions, les bouddhistes, les musulmans, les hindouistes, etc. Il leur dit, nous sommes tous des Indiens. Notre seul dénominateur commun, c'est que nous sommes des Indiens. Battons-nous pour l'indépendance. Musulmans et hindous n'ont qu'à se serrer la main, se souder, conjuguer le même verbe pour l'accession à l'indépendance de l'Inde. Il est parvenu à massifier tout le monde, à regrouper tout le monde autour d'un idéal qui s'appelle l'indépendance. Gandhi dit aux Britanniques, nous voulons l'indépendance. Les Britanniques lui ont dit, écoutez, il faut nous aider pendant la Première Guerre mondiale, nous venons de démarrer la guerre. Nous, on a besoin de l'effort de guerre des Indiens. Les Indiens sont très forts sur le plan militaire. Aidez-nous. Quand la Première Guerre sera terminée maintenant, on va vous accorder l'indépendance. À la fin de la Première Guerre mondiale 1918, Gandhi remet le dossier de l'indépendance sur la table. Les Britanniques le font valser. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance la campagne de désobéissance civile de 1920. Avant ça, il y avait les massacres d'Amritsar qui ont fait plus de 400 morts. Gandhi étant non violent par principe, parce que lui, sa philosophie repose sur deux principes. La satyagraha, ça veut dire quoi? La défense face à l'oppresseur en utilisant la non-violence. La résistance face à l'oppresseur, la satyagraha. Mais de quelle façon? De manière pacifique. L'ahimsa, ça veut dire la non-violence. C'était ça les deux philosophies de Gandhi. Parce que Gandhi, physiquement, Gandhi n'était pas costaud. Gandhi pesait 55 kilos. Un violent vent pouvait le déplacer. Donc physiquement, Gandhi n'était pas debout. De sorte que il a toujours eu à incarner cette non-violence dans la mesure. Il a inspiré beaucoup de gens, beaucoup d'historiens. Et c'est lui qui a inspiré Martin Luther King. C'est lui qui a inspiré les Malcolm X aux États-Unis dans leur combat pour l'émancipation des Noirs. Donc Gandhi choisit de répondre au massacre d'Amritsar par la campagne de désobéissance civile. Boycott des produits britanniques en Inde. Cette campagne-là réussit. Les Britanniques se disent, mais ce petit Gandhi-là, mais il parvient à couler l'économie britannique en Inde. Comment est-ce possible? En 1922, il est emprisonné. Puis en 1924, 1930, 1931, 1932, 1942, Gandhi est emprisonné 6 fois en Inde. Il a été emprisonné 4 fois en Afrique du Sud, 6 fois en Inde, ça veut dire 10 fois. En 1930, Gandhi lance la marche du sel. La marche du sel. Pourquoi la marche du sel? Les Britanniques, l'Inde est riche en sel, je l'ai dit. Mais pourquoi le sel est cher en Inde? Comment se fait-il que l'Inde dispose du sel et que cette même Inde-là vende son sel cher? Gandhi dit, on n'a qu'à marcher. Ils ont marché plus de 300 km. 300 et quelques kilomètres, ils ont marché pour réclamer le non-monopole du sel par les Britanniques. 5 ans après, c'est l'Indian Act. L'Indian Act, après la conférence des tables rondes, 1931, 32, 33 jusqu'à 34, nous assistons à l'Indian Act, la division de l'Inde en 11 provinces. Après l'Indian Act, nous sommes en 1940. C'est la résolution Lahore. La résolution Lahore, c'est la résolution qui s'est tenue par la Ligue musulmane et où Mohamed Ali Jinnah décide, avec ses amis musulmans de la Ligue musulmane, décide de la solution à 2 États. C'est en 1940, à Lahore, que la Ligue musulmane a pris position pour dire que nous voulons une Inde divisée en 2 parties, où hindous et musulmans vont vivre séparément. Gandhi voulait quoi? Une Inde unie. Mohamed Ali Jinnah voulait une Inde
Pourquoi? Parce qu'il a peur que les hindous massacrent les musulmans qui sont minoritaires. Ça, c'est la résolution Lahori de 1940. En 1942, c'est le mouvement Quit India. Gandhi lance le mouvement Quit India. Ça veut dire quittez l'Inde. Allez-vous-en. Nous n'avons plus besoin de vous. On en a marre. Mais nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale, 1942. Winston Churchill demande à Gandhi vraiment de leur laisser également. Rappelez-vous, pendant la Première Guerre, qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Laissez-nous du temps, à la fin de la guerre, on va vous accorder. La Deuxième Guerre mondiale arrivée encore, laissez-nous du temps. Gandhi dit, mais c'est trop là. Mais quand même, ils ont laissé passer. Ils ont laissé passer jusqu'en 1945. Churchill est parti remplacé par Clément Attlee. Donc Churchill a promis l'indépendance, mais qui va réaliser l'indépendance? Clément Attlee va envoyer une mission en Inde pour discuter avec Gandhi et Ali Jinnah, donc avec le Parti du Congrès et la Ligue musulmane. Les pourparlers de la dernière chance de 1944. Les pourparlers de la dernière chance affichent clairement que Mohamed Ali Jinnah a décidé de se camper sur sa position, à savoir la solution à 2 États. Il faut 2 États, Inde et Pakistan. Gandhi voulait coûte que coûte la réunification de l'Inde, parce que pour lui l'union fait la force. Mais malheureusement la séparation est déjà consommée. Conséquence, le gouverneur Lord Mountbatten propose un plan de partition le 3 juin 1947. Pakistanaise, la partie occidentale pakistanaise, au milieu nous avons l'Inde. Un découpage vraiment farfelu. Le découpage est accepté. Mais Gandhi n'était pas au rendez-vous. Quand on proposait le plan de partition, Gandhi était découragé. Il est resté à New Delhi, il n'a pas voulu partir. Il a été représenté par Jawaharlal Nehru. Donc, la proposition est acceptée. L'Inde obtient son indépendance le 15 août 1947. Mais après l'indépendance de l'Inde, il y a eu la division Pakistan-Inde. D'accord. Mais il fallait le déplacement des populations. Le transfert des populations s'est fait également dans l'effusion de sang. Parce que les populations hindoues qui devaient quitter le centre pour aller des deux côtés, oriental et occidental pakistanaises, et les musulmans qui devaient quitter l'Est, l'Ouest pour aller au centre, ont connu une guerre civile. Conséquence, qu'est-ce qui a été fait? Il y a un pacte de paix, pacte de stabilité qui a été signé, le pacte Liaquat-Nehru. Liaquat, c'est qui? Liaquat Ali Khan. Il fut Premier ministre du Pakistan. Nehru fut Premier ministre de l'Inde. Si vous faites la remarque, les deux leaders principaux qu'on avait dit, Mohandas, Gandhi et Mohamed Ali Jinnah, n'ont pas été élus Premier ministre de leur pays. Qui devient Premier ministre de l'Inde? Jawaharlal Nehru. Qui devient Premier ministre du Pakistan? Liaquat Ali Khan. À un certain moment, les Britanniques sont tellement secoués entre la guerre qui existait entre les Arabes et les Juifs, de sorte qu'eux-mêmes étaient attaqués. Parce qu'en 1940, les Britanniques déclarent que oui, nous voulons que l'immigration juive s'arrête. Quand les Britanniques ont dit non à l'immigration juive en Palestine, les Juifs eux-mêmes se sont attaqués aux intérêts des Britanniques. Conséquence, les Britanniques ont décidé de prendre le dossier palestinien, qui était très chaud, brûlant, de rendre ça à l'eau en 1947. L'ONU devrait maintenant s'occuper du découpage de la Palestine. Le 29 novembre 1947, c'est la résolution 181 de l'ONU. L'ONU découpe la Palestine de cette manière. 55% pour les Juifs, 45% pour les Palestiniens. La Ligue arabe crie au scandale, dit que non, c'est pas normal, c'est catastrophique, c'est injuste. Mais les deux grands valides, États-Unis et URL, mais Israël aussi va en profiter pour créer son État sur les 55%. C'est la raison pour laquelle le 14 mai 1948, David Ben Gurion, en tant que Premier ministre d'Israël, proclame la naissance de l'État d'Israël sur les 55%. Le 14 mai 1948. Un jour après, 5 pays arabes s'attaquent à Israël. C'est la guerre d'indépendance d'Israël. Mais dans cette guerre d'indépendance d'Israël, là, qu'est-ce qu'on constate? Israël récupère une bonne partie, Israël récupère Jérusalem-Ouest, Israël récupère la bande de Gaza, Israël récupère le plateau du Golan. Une bonne partie est récupérée, Israël prend possession de 23% de plus de ces 55. Ça fait 78%. 900 000 Palestiniens sont réfugiés vers les territoires frontaliers. Après la guerre d'indépendance d'Israël de 1948, une autre guerre va s'en suivre.
c'est la guerre du Canal et la guerre de Suez, qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas la peine d'en revenir. Qui a opposé la Grande-Bretagne, la France, Israël à l'Égypte. Après la guerre de Suez, nous avons la guerre des 6 jours, du 5 au 10 juin 1967, provoquée par la fermeture par l'Égypte du golfe d'Aqaba. Conséquence, Israël s'attaque aux pays arabes et récupère Jérusalem-Est, récupère la bande de Gaza, récupère la Cisjordanie, récupère le plateau du Golan, mais aussi récupère le mont Sinaï. 5 portions de territoire importantes sont récupérées par Israël. Ensuite s'ensuit la guerre de qui a été provoquée par, je vous ai dit tout à l'heure, en analysant la crise de Suez, que l'Égypte avait signé un pacte de défense militaire avec la Syrie, oui ou non? C'est la raison pour laquelle la guerre du Kippour a été provoquée par le couple égypto-syrien qui a décidé de s'attaquer à Israël pendant sa fête. Il s'appelle Yom Kippour. Kippour, c'est un jour de fête. C'est comme si un ennemi s'attaquait aux musulmans le jour de la Tabaski. Mais malgré l'attaque surprise de ces deux pays contre Israël, Israël est parvenu à revenir dans la guerre. C'est dans cette guerre seulement où on dit qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Après, il y a eu l'intervention d'Israël dans la guerre du Liban en 1982. Pourquoi Israël est intervenu dans la guerre du Liban? Il y avait une guerre civile au Liban de 1975 à 1990. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de Libanais à Dakar. Parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont quitté le Liban pour fuir la guerre, venir à Dakar, le pays de la Terre, la capitale de la Terre. Il y a beaucoup de Libanais qui vendent des tissus dans les grands marchés, vous les connaissez, Sandaga et autres, ils sont originaires du Liban, c'est à cause de la guerre civile qu'ils ont fui. Donc cette guerre civile opposait les musulmans, Hezbollah, attachés à l'Iran, aux phalangistes chrétiens. Mais pendant cette guerre-là, il s'est trouvé que l'OLP, vous connaissez, Organisation pour la libération de la Palestine, qui a été créée en 1964, dirigée par Yasser Arafat, avait pour siège Beyrouth, capitale du Liban. C'est à partir de là que les commandos de l'OLP lançaient des requêtes contre Israël. À chaque fois, ils tuaient 5, 6 Israéliens, 7, 2, etc. Israël a dit il faut qu'on réagisse. Donc, il faut qu'on entre dans Beyrouth, on entre au Liban, qu'on s'attaque aux commandos de l'OLP, qu'on détruise le siège de l'OLP, mais ils vont faire une catastrophe. Quand ils sont entrés, ils ont détruit le siège, ils ont tué des commandos de l'OLP, mais ils ont massacré les 2 camps de réfugiés, Sabra et Shatila, faisant 2200 morts. C'est là où Israël a dépassé les bords. Après ça maintenant, bonjour les négociations. Mais pour négocier, il faut qu'on s'accepte d'abord, qu'on se reconnaisse mutuellement. En 1987, le Hamas est créé. Le Hamas, vous l'avez vu? Hamas signifie quoi? Harakat al-Mukawwam al-Islamiyya. Après, je vais vous donner la signification. Le Hamas a été fondé en 1987. C'est un sigle. En 1987, un an après 1988, c'est la première intifada. C'est la guerre des pierres. La deuxième aura lieu en l'an 2000. Yasser Arafat reconnaît Israël. Israël reconnaît la Palestine en tant qu'État, mais pas en tant qu'État. On a signé les accords Oslo 1, 1993, sur le perron de la Maison Blanche. Oslo 1 prévoyait quoi? Oslo 1 prévoyait que dans les 5 ans à venir, il y aura la création d'un État palestinien. Mais malheureusement, le signataire principal de Oslo 1, le premier ministre d'Israël, Isaac Rabin, a été assassiné en 1995. Donc le processus va échouer, va s'arrêter. En 1998, toujours nous sommes dans le cadre des négociations, des traités de paix. En 1998, les accords Wayne Plantation sont signés aux États-Unis, où on a demandé à Israël de rétrocéder les territoires qu'il avait occupés depuis la guerre des 6 jours de 1965. Il est avec Israël à 200%. Il fait pire en 2020. Il déplace l'ambassade américaine de Tel Aviv, capitale d'Israël, à Jérusalem. Et Jérusalem, qui est une cité religieuse, qui devait être sous le contrôle de l'ONU depuis 1947, neutre, parce que toutes les religions révélées ont un symbole là-bas, à Jérusalem. Il dit que oui, il déplace l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Cela veut dire quoi? Alors que la partie est de Jérusalem doit être la future capitale de la Palestine. Jusqu'entre 2024 et 2025, les bombardements d'Israël contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 40 000 morts. Jusqu'à aujourd'hui, ce conflit-là, est-ce qu'il ne continue pas? Il ne persiste pas. C'est la raison pour laquelle certains ont dit que le conflit israélo-palestinien est un conflit
Pourquoi le conflit ne peut pas finir? Parce qu'il y a des facteurs bloquants. Qu'est-ce qui bloque le processus de paix? 1. La question des réfugiés palestiniens. Il y avait une résolution à être adoptée. C'est quelle résolution? La résolution 194 des Nations Unies de 1948. Disant quoi? Le droit de retour des réfugiés palestiniens. La question des territoires occupés. Depuis la guerre des 6 jours, la résolution Israël a bafoué. La question de la colonisation juive, la résolution 465 de l'ONU, disant l'arrêt de la colonisation juive. Ça aussi, Israël a bafoué cette résolution-là. La grande question de Jérusalem, la résolution 478 sur le statut de Jérusalem. Donc Israël a bafoué une résolution onusienne et personne n'ose le sanctionner. Donc, les facteurs bloquants du conflit, pourquoi il n'y a pas de solution jusqu'à présent? C'est la question des réfugiés, c'est la question des territoires occupés, c'est la question de la continuité de la colonisation, mais la grande question de Jérusalem. L'Inde était riche en coton, l'Inde était riche en riz, l'Inde était riche en sel, l'Inde était riche en toute forme de ressources minières, énergétiques, forestières, etc. C'est la raison pour laquelle, depuis l'avènement des Britanniques dans cette partie asiatique, ils ont voulu s'accaparer carrément de l'Inde et n'ont pas voulu libérer ce pays. Ils le tenaient à cœur. Les Indiens ont démarré très tôt le processus de décolonisation parce qu'il y a eu très tôt la naissance du mouvement nationaliste. Déjà en 1885, le parti du Congrès est créé. Quelques années plus tard, la Ligue musulmane est mise en place en 1906 par Mohamed Ali Jinnah. Donc en Inde, il y a deux acteurs principaux. Deux leaders de l'indépendance indienne. Il s'agit de Mohandas Gandhi, surnommé le Mahatma, et Mohamed Ali Jinnah. Concernant Mohandas Gandhi, il fait ses études en Inde, a son baccalauréat en Inde, poursuit ses études en Angleterre, fait droit, devient avocat. En 1893, il est né en 1869. En 1893, il choisit de partir en Afrique du Sud, où il s'exerce comme avocat et ouvre son cabinet. Mais en Afrique du Sud, il trouve une situation déplorable dans la mesure où les populations dominées étaient maltraitées par la puissance occidentale qu'on appelle la Grande Bretagne. Gandhi a défendu les Noirs et les Indiens qui travaillaient au service des Britanniques en Afrique du Sud. Pendant un certain temps, en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, la Première Guerre a démarré en 1914, un an après, Gandhi choisit de retourner chez lui en Inde. Pourquoi? Pour se battre contre les Britanniques pour obtenir l'indépendance. Il trouve une Inde divisée dans la mesure où socialement, il y avait deux catégories d'Indiens. Il y avait les Brahmanes qui sont les nobles et les castés, les Mathurés. Il y avait les Rimbés et les Mathurés. Il y avait les guerres et les Gaous, comme chez nous. Il y a la haute couche et la basse couche. Gandhi dit, on ne peut pas construire une Inde, on ne peut pas avoir une indépendance dans cette division-là. Ce n'est pas possible. Gandhi rencontre toutes les couches, il rencontre toutes les religions, les bouddhistes, les musulmans, les hindouistes, etc. Il leur dit, nous sommes tous des Indiens. Notre seul dénominateur commun, c'est que nous sommes des Indiens. Battons-nous pour l'indépendance. Musulmans et hindous n'ont pas se serrer la main, se souder, conjuguer le même verbe pour l'accession à l'indépendance de l'Inde. Il est parvenu à massifier tout le monde, à regrouper tout le monde autour d'un idéal qui s'appelle l'indépendance. Gandhi dit aux Britanniques, nous voulons l'indépendance. Les Britanniques lui ont dit, écoutez, il faut nous aider pendant la Première Guerre mondiale. Nous venons de démarrer. On a besoin de l'effort de guerre des Indiens. Les Indiens sont très forts sur le plan militaire. Aidez-nous. Quand la Première Guerre sera terminée maintenant, on va vous accorder l'indépendance. À la fin de la Première Guerre mondiale 1918, Gandhi remet le dossier de l'indépendance sur la table. Les Britanniques le font passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance la campagne de désobéissance civile de 1920. Avant ça, il y avait les massacres d'Amritsar qui ont fait plus de 400 morts. Gandhi étant non violent par principe, parce que lui, sa philosophie repose sur deux principes. La satyagraha, ça veut dire quoi? La défense face à l'oppresseur en utilisant la non-violence. La résistance face à l'oppresseur.
la satyagraha. Mais de quelle façon? De manière pacifique. L'ahimsa, ça veut dire la non-violence. Et c'était ça les deux philosophies de Gandhi. Parce que Gandhi, physiquement, Gandhi n'était pas costaud. Gandhi pesait 55 kg. Un violent homme pouvait le déplacer. Donc physiquement, Gandhi n'était pas debout. De sorte qu'il a toujours eu à incarner cette non-violence dans la vie. Il a inspiré beaucoup de gens, beaucoup d'historiens, et c'est lui qui a inspiré Martin Luther King. C'est lui qui a inspiré les Malcolm X aux États-Unis dans leur combat pour l'émancipation des Noirs. Donc Gandhi choisit de répondre au massacre d'Amritsar par la campagne de désobéissance civile. Boycott des produits britanniques en Inde. Cette campagne-là réussit. Les Britanniques se disent, mais ce petit Gandhi-là, il parvient à couler l'économie britannique en Inde. Comment est-ce possible? En 1922, il est emprisonné. Puis en 1924, 1930, 1931, 1932, 1942, Gandhi est emprisonné 6 fois en Inde. Il a été emprisonné 4 fois en Afrique du Sud, 6 fois en Inde, ça veut dire 10 fois. En 1930, Gandhi lance la marche du sel. La marche du sel. Pourquoi la marche du sel? Les Britanniques, l'Inde est riche en sel, je l'ai dit. Mais pourquoi le sel est cher en Inde? Comment se fait-il que l'Inde dispose du sel et que cette même Inde-là vend son sel cher? Gandhi dit, on n'a qu'à marcher. Ils ont marché plus de 300 km. 300 et quelques kilomètres, ils ont marché pour réclamer le non-monopole du sel par les Britanniques. 5 ans après, c'est l'Union Act. L'Union Act, après la conférence des tables rondes, 1931, 32, 33, jusqu'à 34, nous assistons à l'Union Act, la division de l'Inde en 11 provinces. Après l'Union Act, nous sommes en 1940. C'est la résolution Lahore. La résolution Lahore, c'est la résolution qui s'est tenue par la Ligue musulmane et où Mohamed Ali Jinnah décide, avec ses amis musulmans de la Ligue musulmane, décide de la solution à 2 États. C'est en 1940, à Lahore, que la Ligue musulmane a pris position pour dire que nous voulons une Inde divisée en 2 parties où hindous et musulmans vont vivre séparément. Pour Gandhi voulait quoi? Une Inde unie. Mohamed Ali Jinnah voulait une Inde divisée. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les hindous massacrent les musulmans qui sont minoritaires. Ça, c'est la résolution Lahore de 1940. En 1942, c'est le mouvement Quit India. Gandhi lance le mouvement Quit India. Ça veut dire quittez l'Inde. Allez-vous-en. Nous n'avons plus besoin de vous. On en a marre. Mais nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale, 1942. Winston Churchill demande à Gandhi vraiment de leur laisser également. Rappelez-vous, pendant la Première Guerre, qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Laissez-nous du temps, à la fin de la guerre, on va vous accorder. La Deuxième Guerre mondiale arrivée encore, laissez-nous du temps. Gandhi dit, mais c'est trop là. Mais comme ils ont laissé passer. Ils ont laissé passer jusqu'en 1947. Churchill est parti remplacé par Clément Attlee. Donc Churchill a promis l'indépendance, mais qui va réaliser l'indépendance? Clément Attlee va envoyer une mission en Inde pour discuter avec Gandhi et Ali Jinnah. Donc avec le Parti du Congrès et la Ligue musulmane. Les pourparlers de la dernière chance de 1944. Les pourparlers de la dernière chance affichent clairement que Mohamed Ali Jinnah a décidé de se camper sur sa position, à savoir la solution à 2 États. Il faut 2 États, Inde et Pakistan. Gandhi voulait coûte que coûte la réunification de l'Inde. Parce que pour lui, l'union fait la force. Mais malheureusement, la séparation est déjà foncée. Conséquence, le gouverneur Lord Mountbatten propose un plan de partition, le 3 juin 1947. Mais avant ça, en 1946, il y a eu les massacres, les émeutes de Calcutta. Une journée d'action a été convoquée par la Ligue musulmane à Calcutta, qui s'est terminée par une guerre civile entre musulmans et hindous. Conséquence, il y a eu plus de 10 000 morts en 1946. Le 3 juin 1947, Lord Mountbatten propose un plan de partition. La partie orientale pakistanaise, la partie occidentale pakistanaise, au milieu nous avons l'Inde. Un découpage vraiment farfelu. Le découpage est accepté. Mais Gandhi n'était pas au rendez-vous. Quand on proposait le plan de partition, Gandhi était découragé. Il est resté à New Delhi, il n'a pas voulu partir. Il a été représenté par Jawaharlal Nehru. Donc, la proposition est acceptée.
l'Inde obtient son indépendance le 15 août 1947. Mais après l'indépendance de l'Inde, il y a eu la division Pakistan-Inde. D'accord. Mais il fallait le déplacement des populations. Le transfert des populations s'est fait également dans l'effusion de sang. Parce que les populations hindoues qui devaient quitter le centre pour aller des deux côtés, oriental et occidental-pakistanais, et les musulmans qui devaient quitter l'Est, l'Ouest pour aller au centre, ont connu une guerre civile entre 1947 et 1950. Une deuxième guerre civile a eu lieu entre musulmans et hindous, faisant 1 million de morts. Donc vous avez vu que même après l'indépendance de l'Inde, il y a la violence. Conséquence, qu'est-ce qui a été fait? Il y a un pacte de paix, pacte de stabilité qui a été signé, le pacte Liaquat-Nehru. Liaquat, c'est qui? Liaquat Ali Khan. Il fut Premier ministre du Pakistan. Nehru fut Premier ministre de l'Inde. Si vous faites la remarque, les deux leaders principaux qu'on avait dit, Mohandas, Gandhi et Mohamed Ali Jinnah, n'ont pas été élus Premier ministre de leur pays. Qui devient Premier ministre de l'Inde? Jawaharlal Nehru. Qui devient Premier ministre du Pakistan? Liaquat Ali. Gandhi dit: je ne veux pas de poste. Pourquoi je ne veux pas de poste? Parce que j'ai échoué dans la réunification de l'Inde. Gandhi a été complètement découragé. Parce que quand il a sollicité Mohamed Ali Jinnah, en un certain moment, il a dit: Mohamed, qu'est-ce que tu penses de la réunification? Où hindous et musulmans vivront en parfaite harmonie. Mohamed Ali Jinnah lui a répondu: nous ne parlons pas le même langage. Gandhi a dit: mon cœur saigne. Mon cœur saigne, pourquoi? Parce que je voudrais une Inde unie, mais tu as tout fait pour que l'Inde soit divisée. C'est la raison pour laquelle Gandhi ne voulait pas de poste. Mais Jawaharlal, l'autre là aussi, Mohamed Ali Jinnah également, n'a pas été Premier ministre du Pakistan, mais il a occupé le poste de gouverneur général du Pakistan. Finalement, tous ils décèdent la même année, en 1948. Ça vous rappelle qui? Décès la même année. Mao et Souel. Là aussi, Gandhi et Mohamed Ali Jinnah décèdent la même année, en 1948. Donc ils ont préparé un couscous, ils ont préparé un tchéboudjan, ils n'ont pas mangé. Donc pour vous dire que ça rejoint l'adage qui dit: l'homme propose Dieu, Dieu décide. C'est la raison pour laquelle dans la vie, il faut toujours dire à Dieu: donnez-moi ceci, mais faites que ce soit mieux pour vous. C'est important. Okay, voilà un peu le résumé de l'Inde. C'est bon? 10 minutes pour faire un résumé sur la Palestine. Donc il faut écouter. Hein. Voilà. La décolonisation au Proche-Orient, les relations israélo-arabes, le conflit palestinien et les relations israélo-arabes. Là, il faut noter. Nous, Britanniques, qui avons mandat pour la Palestine, sommes d'accord pour l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Cela va encourager l'immigration juive vers la Palestine, que les juifs considèrent comme la terre promise. Une forte migration se fera entre 1939 et 1945. Conséquence, les juifs trouvent des musulmans déjà installés en Palestine, les bousculent, s'organisent financièrement, s'organisent militairement en mettant en place des comment on appelle ça, des troupes armées, telles que l'Irgun, le Haganah, le groupe Stern. Ils s'organisent sur tous les plans. Vous savez, les Juifs sont très organisés. À un certain moment, les Britanniques sont tellement secoués entre la guerre qui existait entre les Arabes et les Juifs, de sorte que eux-mêmes étaient attaqués. Parce qu'en 1940, les Britanniques déclarent que oui, nous voulons que l'immigration juive s'arrête. Quand les Britanniques ont dit non à l'immigration juive en Palestine, les Juifs eux-mêmes sont attaqués aux intérêts des Britanniques. Conséquence, les Britanniques ont décidé de prendre le dossier onusien, palestinien, qui était très chaud, brûlant, de rendre ça à l'ONU. En 1947. L'ONU devrait maintenant s'occuper du découpage de la Palestine. Le 29 novembre 1947. C'est la résolution 181 de l'ONU. L'ONU découpe la Palestine historique de cette manière. 55% pour les Juifs, 45% pour les Palestiniens. La Ligue arabe crie au scandale, dit que non, c'est pas normal, c'est catastrophique, c'est injuste. Mais les deux grands valident, États-Unis et URSS. Mais Israël aussi va en profiter pour créer son État sur les 55%.
C'est la raison pour laquelle le 14 mai 1948, David Ben Gurion, en tant que Premier ministre d'Israël, proclame la naissance de l'État d'Israël sur les 55%. Le 14 mai 1948. Un jour après, 5 pays arabes s'attaquent à Israël. C'est la guerre d'indépendance d'Israël. Mais dans cette guerre d'indépendance d'Israël-là, qu'est-ce qu'on constate? Israël récupère une bonne partie. Israël récupère Jérusalem-Ouest. Israël récupère la bande de Gaza. Israël récupère le plateau du Golan. Une bonne partie est récupérée. Israël prend possession de 23% de plus de ces 55. Ça fait 78%. 900 000 Palestiniens sont réfugiés vers les territoires frontaliers. Après la guerre d'indépendance d'Israël de 1948, une autre guerre va s'en suivre. C'est la guerre du canal la guerre de Suez, qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas la peine d'en revenir. Qui a opposé la Grande-Bretagne, la France, Israël à l'Égypte. Après la guerre de Suez, nous avons la guerre des 6 jours, du 5 au 10 juin 1967, provoquée par la fermeture par l'Égypte du golfe d'Aqaba. Conséquence, Israël s'attaque aux pays arabes et récupère Jérusalem-Est, récupère la bande de Gaza, récupère la Cisjordanie, récupère le plateau du Golan, mais aussi récupère le mont Sinaï. 5 portions de territoire importantes sont récupérées par Israël. Ensuite s'ensuit la guerre du Kippour, qui a été provoquée par, je vous ai dit tout à l'heure, en analysant la crise de Suez, que l'Égypte avait signé un pacte de défense militaire avec la Syrie, oui ou non? C'est la raison pour laquelle la guerre du Kippour a été provoquée par le couple égypto-syrien qui a décidé de s'attaquer à Israël pendant sa fête, qui s'appelle Yom Kippour. Kippour, c'est un jour de fête. C'est comme si un ennemi s'attaquait aux musulmans le jour de la Tabaski. Mais malgré l'attaque surprise de ces deux pays contre Israël, Israël est parvenu à revenir dans la guerre. C'est dans cette guerre seulement où on dit qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Après, il y a eu l'intervention d'Israël dans la guerre du Liban en 1982. Pourquoi Israël est intervenu dans la guerre du Liban? Il y avait une guerre civile au Liban de 1975 à 1990. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de Libanais à Dakar. Parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont quitté le Liban pour fuir la guerre, venir à Dakar, le pays de la Teranga, la capitale de la Teranga. Il y a beaucoup de Libanais qui vendent des tissus dans les grands marchés, vous les connaissez, Sandaga et autres, ils sont originaires du Liban, c'est à cause de la guerre civile qu'ils ont fui. Donc cette guerre civile opposait les musulmans du Hezbollah, attachés à l'Iran, aux phalangistes chrétiens. Mais pendant cette guerre-là, il s'est trouvé que l'OLP, vous connaissez, Organisation pour la libération de la Palestine, qui a été créée en 1964, dirigée par Yasser Arafat, avait pour siège Beyrouth, capitale du Liban. C'est à partir de là que les commandants de l'OLP lançaient des roquettes contre Israël. À chaque fois, ils tuaient 5, 6 Israéliens, 7, 2, etc. Israël a dit il faut qu'on réagisse. Donc il faut qu'on entre dans Beyrouth, on entre au Liban, qu'on s'attaque aux commandos de l'OLP, qu'on détruise le siège de l'OLP, mais ils vont faire une catastrophe. Quand ils sont entrés, ils ont détruit le siège, ils ont tué des commandos de l'OLP, mais ils ont massacré les deux camps de réfugiés, Sabra et Shatila, faisant 2200 morts. C'est là où Israël a dépassé les bornes. Après ça, maintenant, bonjour les négociations. Mais pour négocier, il faut qu'on s'accepte d'abord, qu'on se reconnaisse mutuellement. En 1987, le Hamas est créé. Le Hamas, vous l'avez vu? Hamas signifie quoi? Harakat al-Mukawwam al-Islamiyya. Après, je vais vous donner la signification. Le Hamas a été fondé en 1987. C'est un sigle arabe. En 1987, un an après 1988, c'est la première intifada. C'est la guerre des pierres. La deuxième aura lieu en l'an 2000. Yasser Arafat reconnaît Israël. Israël reconnaît la Palestine en tant qu'entité, mais pas en tant qu'État. On a signé les accords Oslo 1, 1993, sur le perron de la Maison Blanche. Oslo 1 prévoyait quoi? Oslo 1 prévoyait que dans les 5 ans à venir, il y aura la création d'un État palestinien. Mais malheureusement, le signataire principal de Oslo 1, le premier ministre d'Israël, Isaac Rabin, a été assassiné en 1995. Donc le processus va échouer, va s'arrêter. En 1998, toujours nous sommes dans le cadre des négociations, des traités de paix. En 1998, les accords Wayne-Plantation sont signés aux États-Unis, où on a demandé à Israël de rétrocéder les territoires qu'il avait occupés depuis la guerre des 6 jours de 1967. Israël n'a voulu rétrocéder que 2%. En l'an 2000, nous avons les accords respectifs de Camp David
et de Sharm el-Sheikh en Égypte. Camp David aux États-Unis, Sharm el-Sheikh en Égypte. Cette même année, en l'an 2000, il y a eu la deuxième intifada. La première avait eu lieu en 1988, un an après la création du Hamas. En 2001, arrive au pouvoir Ariel Sharon, qui chamboule tout, qui dit que oui, toutes les négociations antérieures à mon règne sont annulées. Je ne reconnais aucune négociation. Les choses recommencent à zéro. En 2002, le quartet, quand on dit quartet, c'est 4, hein? États-Unis, Russie, Union européenne, ONU. Le quartet a mis la main dans la pâte, rien. Quelques années après, en 2006, c'est l'invasion à nouveau du Liban par Israël. En 2007, Gaza est récupéré par le Hamas, ce qui fait mal à Israël. La bande de Gaza est récupérée par le Hamas. En 2008, Israël lance des raids aériens contre Gaza, faisant plus de 2000 morts. L'implication américaine se fera toujours dans la médiation, entre 2010 et 2013, avec John Kerry qui tente la médiation américaine mais qui échoue. Donc vous avez vu que pratiquement tout le monde a essayé, mais a échoué. En 2015, les Français vont entrer dans la danse en essayant de faire quelque chose. Rien. Avec leur Premier ministre Laurent Fabius. En 2016, arrive au pouvoir Donald Trump. Pour la première fois. C'était son premier mandat, vous vous rappelez. 2016-2020. Il l'a perdu après pour revenir. Quand il est arrivé, en 2017, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne reconnais pas la solution à 2 États. Il met de l'huile sur le feu. Le processus qui avait pratiquement commencé à se formaliser avec Barack Obama a été chamboulé complètement par Donald Trump, qui montre qu'il est avec Israël à 200%. Il fait pire en 2020. Il déplace l'ambassade américaine de Tel Aviv, capitale d'Israël, à Jérusalem. Et Jérusalem, qui est une cité religieuse, qui devait être sous le contrôle de l'ONU depuis 1947, neutre, parce que toutes les religions révélées ont un symbole là-bas, à Jérusalem. Il dit que oui, il déplace l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Cela veut dire quoi? Alors que la partie est de Jérusalem doit être la future capitale de la Palestine. Jusqu'entre 2024 et 2025, les bombardements d'Israël contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 40 000...